Et autre cas, dernière stat du jour pour moi, la 5e. Je voulais aussi en parler, on est un peu obligé. Hein. C'est un de mes chouchous. Moi, ma stat, c'est 2. 2, puisqu'il y a 2 joueurs NBA qui répondent aux critères suivants. Alors, attention, je vais dire des chiffres et ensuite je vais les traduire en français, vous inquiétez pas. 1000 minutes NBA, bon, c'est juste le temps de jeu. Ok, un certain temps de jeu, pas un temps de jeu anecdotique. 18% d'usage, donc un certain volume d'utilisation, juste ça. Hein. Donc, un certain volume de responsabilité. 1,19 de points par tir, c'est de l'efficacité, ok. Et puis 1,63 de assist par usage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le ratio de playmaking, à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons. Pour vous dire, hein, notamment, le ratio peut aller de 0,3 pour les très mauvais, qui font jamais aucune passe par rapport au nombre de ballons qu'ils ont, jusqu'à 1,6, 1,7. Donc là, plus de 1,6, on est sur de l'élite. Donc je recommence. En français, quels sont les joueurs qui ont un certain temps de jeu, un certain volume de responsabilité, une certaine efficacité, et une certaine tendance à faire beaucoup de passes par rapport au nombre de ballons qu'ils ont. Ils sont 2 en NBA. Il y a Kelly Olynyk, qui a été placé dans un rôle de quarterback à Utah. Donc on le comprend. Et puis l'autre, c'est Trey Jones, évidemment. Et voilà. un de mes chouchous, Trey Jones, qui, je le rappelle parce que c'est un peu dingue, mais qui était le meneur de Zion Williamson au pic de la hype à Duke, et qui là est le meneur de Wembanyama au pic de la hype à Wembanyama. Sacrée carrière, Trey Jones, que moi j'aimais bien. J'aimais beaucoup depuis la fac, Trey Jones. Et surtout, pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? C'est parce que le côté meneur pass first, hein, le très gros ratio de playmaking, on le connaît, hein, il est 4e de NBA derrière Chris Paul, son frère Tyus Jones évidemment, et Kelly Olynyk, donc, mais le côté meneur pass first plutôt, pardon. On le connaissait. Par contre, l'évolution, c'est l'efficacité cette année. Il est enfin efficace. Il est passé de 1,07 à 1,19 points par tir. Autant dire qu'il est passé de très bon à plutôt bon, plutôt vraiment très bon, plutôt bon cette année. Et la différence, elle se fait un peu partout. C'est-à-dire qu'il est un peu meilleur au cercle. Il est un peu meilleur aux 3 points aussi, où il n'était pas viable. Il est devenu à 35%. Donc globalement, au niveau moyen de NBA à peu près. Et puis au panier de 63 à 69% aussi, sachant qu'en dans le même temps, pourquoi est-ce qu'il est aussi plus efficace peut-être aussi, il a un profil de tir qui est plus assisté. C'est-à-dire qu'avant, la majorité de ses tirs étaient créés par lui-même et de ses paniers étaient créés par lui-même. Cette année, on est plus équilibré, on est au 51%, donc il profite aussi pas mal du passing de Wembanyama, de ses passes au poste bas quand lui fait un cut, etc., etc. Mais voilà, je voulais pas non plus y passer trop de temps, mais souligner le fait que Trey Jones, avec enfin le scoring qui devient efficace, enfin peut-être un début de jump shot, ça y est, on commence un peu à avoir non pas un meneur star, mais au moins un joueur viable, peut-être dans des bonnes équipes, donc ça me fait plaisir. Non, moi j'avais des vrais doutes avant le début de la saison, et quand les gens disaient Trey Jones meneur titulaire, etc., j'étais en mode bon, peut-être pas non plus. Et moi, ce qui me choque sur son année, c'est la progression à 3 points. En vrai, même sur la finition, je me souviens contre Denver, justement, il y a un moment où Victor il tombe, il fait une passe nulle à Trey Jones, et il arrive à faire un lay-up, mais sorti du futur, avec une finition, du coup, où il change de main, il finit avec la planche dans son dos. Et je me dis, ok, d'accord, bon, bah, pourquoi pas Trey Jones? Et surtout, ces 3 points. Parce que je me souviens d'un moment dans la saison où, quand il passe contre Milwaukee et San Antonio, le dernier shoot, c'est Trey Jones ouvert dans le corner. Et à ce moment-là, Trey Jones est sur une série de peut-être une vingtaine de tirs à 3 points qui sont manqués d'affilée. C'est vraiment sa pire série de la saison. Et tu te dis, bon, bah, si Trey Jones ne peut pas mettre ses 3 points, il y a beaucoup de situations où c'est un problème. Et du coup, est-ce qu'il a un avenir chez les Spurs? Et ce qui est super intéressant, c'est que donc, on prend les stats en catch and shoot, par exemple. Avant le All-Star break, il était du coup à 29,8% à 3 points sur ses catch and shoot, sur un volume qui était de 1,7 par match, donc qui est relativement faible. Et en fait, il avait un tout petit volume à 3 points, très peu, et une efficacité qui était, pareil, très très faible. Et tu prends le post-All-Star break, en catch and shoot, sur 26 matchs quand même, hein, il est à 47,5% à 3 points, sur 2,3 tentatives par match. Donc il y a vraiment une explosion à ce niveau-là. Et l'échantillon, il est quand même assez faible. En 26 matchs, c'est pas non plus fou. Tu peux surperformer sur un moment comme ça. Mais quand tu vois la manière dont il shoot, quand tu regardes vraiment sa mécanique, la vitesse avec laquelle ça part et l'intention qu'il met dedans, j'ai l'impression qu'il a vraiment eu un déclic à un moment et qu'il a vraiment progressé énormément là-dessus cette saison. Et je trouve que ce shoot-là, alors 47,5% catch and shoot, ça restera pas sur une saison complète. Je pense que c'est un peu surréaliste. Ou alors c'est Stephen Curry. Mais... c'est ça, en fait. Enfin, ceci dit, voilà, Zach Collins, il a 45%, tant que j'ai les trucs sous les yeux, depuis le All-Star break, sur un volume un peu plus faible, mais voilà. Mais en tout cas, ça restera pas à ce niveau-là. Et si c'est un shooter à 40% en catch and shoot, bah déjà, ça change tout pour le projet. Parce que avoir un Trey Jones qui est, tu l'as souligné à juste titre, un super créateur qui est très propre. Et ça, elle avait déjà montré la saison dernière où il avait fini la saison en force
Et c'était vraiment des créateurs les plus propres de la ligue. Donc la famille Jones, déjà félicitations. Je sais pas ce que vous donnez à vos enfants, mais c'est merveilleux. Ils ont donné des pilules Chris Paul, tu sais, quand ils étaient enfants. Mais c'est exactement ça, parce que c'est un peu le style en plus. Ouais. Non, c'est vraiment super clean. T'ajoutes à ça un shoot, du coup, qui pour le coup est très bon depuis le Star Break, mais de manière générale, en termes de talent, je pense, c'est vraiment descend au-dessus de la moyenne en NBA. En fait, t'as un nouveau joueur en termes de sa place dans le projet, en termes de la manière dont tu joues avec lui. Ça change énormément de choses. Donc pour moi, c'est vraiment la saison 7 de la satisfaction pour Trey Jones. Et tu vois, la connexion qu'il a avec Victor Wembanyama, elle est super. Au-delà de ça, je sors des stats et du basket. La manière dont il se présente en conférence de presse, son discours, alors qu'il n'est pas en... Beaucoup des mecs qui parlent bien en conférence de presse, c'est comme les mecs qui sont en contracteur. Trey Jones, il a un contrat, il n'y a pas de problème. Mais il dit tout ce qu'il faut, tout le temps. Et ça se voit qu'il est vraiment apprécié par ses coéquipiers. D'ailleurs, quand tu leur parles en dehors des confs de presse, il le rappelle directement. Et pour eux, Trey Jones, c'est un des mecs les plus importants de l'équipe. Popovich, il en parle comme le cœur de l'équipe. Ouais, Trey Jones, en fait, cette saison, il a gagné sa place à terme dans le projet. Et là, ce qu'il montre sur le terrain et en dehors, pour moi, c'est 100% validé. S'il peut encore se développer, c'est lunaire, parce que vraiment, on aurait vraiment un très très bon joueur de basket. Et là, on commence à se demander, Trey Jones titulaire, est-ce que c'est viable à terme? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ouais. Oui, parce que bonne défense, en plus, on l'a pas dit, bon, limité, mais bonne défense sur son poste au moins. Et tu vois, comme dit, indicateur lancé franc, on est à 84% en carrière. Mmh. Voilà, c'est pour ça que moi je crois en shoot, parce que l'indicateur lancé franc, il dit ah oui, il y a de quoi faire. Il y a du toucher, il y a de la mémoire gestuelle, il y a de quoi faire. Donc pour ça que le 34% cette année, pour moi, n'est possiblement pas du tout une surchauffe. C'est peut-être juste qu'il est en train de se construire le shoot qu'il n'a jamais construit avant. Il n'avait pas cette portée de tir. Donc ouais, je suis très très content, que j'avais dans ma première Lipster Team qui date de octobre 2021, que j'avais adoré à la fac à côté de Zion, RJ Barrett et Cam Reddish. Il était le passe-plat, mais le passe-plat parfait, tu sais. Et on retrouve ça en NBA aujourd'hui, c'est cool. Je pense qu'à terme, peut-être que si tu arrives à faire venir un top playmaker, bah, il sera plutôt un joueur de rotation, mais un joueur de rotation comme son frère, tu vois. La Rolls-Royce des backups, ou alors parfois le meneur titulaire quand il faut. Et ouais, pour moi, ça devient un vrai joueur NBA à partir du moment où, à la défense et au bon playmaking et à la gestion du jeu, tu rajoutes un 3 points qui commence à être fiable. Ouais, là je pense qu'on a un vrai joueur NBA. Donc oui, belle satisfaction aussi, tu vois, côté Trey Jones de mon côté. Je suis très content. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.